o sol nunca vai parar de brilhar no meu coração. Sei. Qui ne connaît pas Michel Hamès, président de l'AEB, écrivain, poétesse, et qui vient de nous sortir ici un nouvel ouvrage qui s'intitule « Le 9e orgasme est toujours le meilleur ». Et le précédent s'intitulait « Ma voisine a hurlé toute la nuit ». Et je peux lire peut-être une nouvelle? Voilà, donc j'écris des nouvelles, après avoir écrit des romans. Et au fond, une nouvelle, c'est un roman en minuscule. C'est aussi un petit spectacle ou un tableau, comme on veut. Enfin, j'espère en tout cas que ça divertit les gens. Et je vais donc vous lire une nouvelle tirée de « Ma voisine a hurlé toute la nuit ». Voilà, prenez-le comme un divertissement. Voilà. J'attends cette femme depuis des heures. C'est énervant d'espérer quelqu'un qui ne vient pas. On ne peut rien y faire, il faut patienter, et la patience n'est pas ma vertu première. Alors pour tromper le temps, je m'active, je cherche des échappatoires. Je me coupe les ongles, de préférence en les rongeant. Je trouve cette méthode plus efficace. Puis je me remaquille, j'applique un fond de teint crémeux sur un visage que je trouve de plus en plus boursouflé. Je me griffe les yeux d'un trait de crayon noir, je les allonge, c'est vrai qu'avec le temps ils sont devenus plus petits. Le regard aussi a perdu son éclat. Je m'applique des couleurs sur la paupière pour tenter de raviver cette image ternie de moi-même. Je quitte le miroir à regret. Les miroirs sont une compagnie, parfois désagréable quand le reflet cesse de nous plaire. Ils ne nous flattent plus, ils se transforment en révélateurs cruels de ce que nous sommes, à notre insu, devenus. Maintenant, il ne tient qu'à nous de sourire, ou alors on se sent épaulé, soutenu par cette autre soi-même sur laquelle on garde le pouvoir. Maryse m'a dit qu'elle arriverait probablement vers la fin de l'après-midi. On a eu le temps d'échanger nos prénoms, elle, c'est Maryse. Le printemps tarde à s'installer. J'ai un peu froid dans ma grande maison de ce début d'avril. Je me prépare du thé pour me donner une illusion de chaleur. Je range 2 tasses côte à côte sur la nappe. J'attends une amie. Pour passer le temps, je commence à lire l'histoire de cette fille qui tente de renouer avec l'état sauvage, de se rapprocher de sa condition de mammifère pour mieux atteindre le côté magique de l'existence qui lui échappe. J'attends Maryse. Elle s'appelle Maryse. Cette femme rencontrée hier à une terrasse, je l'attends en toute sérénité, seule face à moi-même, ou si c'est trop dur, je continuerai ce livre qui m'aidera à apprivoiser le temps qui reste à vivre avant son arrivée. Je ne la connais que depuis peu, même pas du tout à vrai dire. C'est à peine si je puis me rappeler son visage, plutôt ses gestes lents et doux, qui donnaient confiance et m'apaisaient. Il y avait du monde hier à cette terrasse où je sirotais un thé vert. Ma voisine de table semblait s'ennuyer autant que moi. Et ignorant le brouhaha qui nous cernait, nous avons bavardé. Je ne me souviens plus très bien à propos de quoi. Mais en tout cas, nous nous sommes si bien entendus que nous avons eu envie de nous revoir. C'était une femme douce, Maryse. Elle parlait lentement. Elle détachait chaque syllabe. Et dans ses paroles aussi douces qu'un baume, j'avais trouvé une sorte de calme, quelque chose d'agréable. Il faut dire qu'en arrivant à la terrasse, je me sentais assez nerveuse. Je supporte mal la solitude, et depuis la mort de mon vieux chien, je ne l'apprivoise plus. Je n'ai plus personne à toucher, plus rien ne me répond. Mes mains offertes ne tâtent que le vide. Les accoudoirs du fauteuil sont bien rudes à mes désirs de caresse. Je songe à reprendre un chien, un nouvel ami, mais j'aimais tellement Bello que je me demande si je parviendrai à ne pas les comparer. Je préfère rester dans le souvenir de mon vieux compagnon fidèle. J'ai bien essayé d'adopter un chat, puis 2, puis 3. Mais les chats s'en vont, ils sont infidèles, ou alors ils ne m'aiment pas. Ils partent les uns après les autres. Je n'ai jamais réussi à garder un chat. Depuis, je me gave de chocolat et de gâteaux, et je me fais du thé. Ces douceurs servent à combler un vide, je le sais bien, mais tant pis. Elles agrémentent la vie, car je n'ai jamais aimé me priver de douceur. Il n'aura fallu que quelques instants et quelques mots pour que l'inconnu et moi nous trouvions bien ensemble. Nous vivons seuls, et nous ne sommes plus de la première jeunesse. Nous avons parlé peinture et musique. Toutes les deux, nous aimons les beaux visages longs des femmes de Modigliani et les fugues de Bach qui nous transportent. Nous lisons les mêmes livres, des romans anglais, au goût douceâtre, de bonbons.
et parfois des romans policiers. Nous avons évoqué nos plus beaux souvenirs, des voyages à Bruges en hiver, les canaux, le soleil étincelant dans l'eau froide, et puis aussi l'Italie, la moiteur des ruelles de Rome et des fontaines. Nous n'avons pas étalé tous nos souvenirs, car il y en a trop, et surtout nous n'avons pas tout dit. Il y a des histoires intimes que l'on garde pour soi. Il y a des souvenirs qu'on ne doit pas livrer à une inconnue rencontrée il y a moins d'une heure à une terrasse sous un soleil frisquet. Nous avons donc sympathisé assez rapidement, et il fut convenu qu'elle viendrait chez moi le lendemain, afin de poursuivre la conversation bien entamée. L'attente se prolonge. Maryse a déjà une demi-heure de retard. J'ai envie qu'elle sonne, envie de lui ouvrir la porte, de la faire rentrer dans mon univers de sucrerie et de consolation. Tout ça, cette attente interminable, ne serait rien si la voisine cessait de hurler. Ma voisine, une laide fille sans âge, hurle depuis longtemps déjà. Cela fait une vingtaine d'années qu'elle vit dans la maison d'à côté. Elle a toujours été folle. Mais depuis quelques mois, son état empire, ça devient catastrophique. Elle vit seule depuis la mort de sa mère. Enfin, pas tout à fait seule, elle s'entoure d'animaux, de chats et de chiens avec lesquels elle entretient de longues conversations. Je ne sais pas si les animaux lui répondent, en tout cas elle se l'imagine. Mais parfois je suppose que de brefs moments de lucidité lui font entrevoir son effrayante solitude, et alors elle hurle. J'ai tout essayé pour la faire taire. Aller sonner à sa porte, l'inviter à prendre une tasse de thé chez moi. Elle se claque mûre, elle ne répond pas à mes appels. Alors furieuse, je laisse tomber et ses cris continuent. Je hausse le son de la radio, mais cela m'ennuie autant que les cris, alors je fais silence. Et je laisse ces hurlements envahir la maison comme si ce chahut était normal, un simple bruit de fond. Le temps passe, il est déjà plus de 5 heures et personne n'est venu. Cette femme aurait-elle oublié notre rendez-vous? Cela me paraît peu probable. Elle ne ressemblait pas à une fantaisiste, au contraire. J'ai tout de suite su que je pouvais lui faire confiance. Sinon je l'aurais pas invitée chez moi. Je me dis alors qu'il a dû se passer quelque chose. Elle n'a pas pu décider de ne pas venir. Je pense qu'elle souhaitait cette rencontre autant que moi. Il a dû lui arriver un contretemps, un accident peut-être, un malheur. Si elle n'a pas eu le temps, la possibilité de me prévenir. C'est dommage, je suis vraiment contrariée, et même inquiète. Je connais si mal, et même pas du tout cette femme, et me voilà anxieuse comme si elle faisait partie de mes proches. Et sans doute le serait-elle devenue. Elle serait venue, nous aurions continué à parler ensemble, nous serions trouvé d'autres points communs, j'aurais confié mes souvenirs secrets, j'aurais parlé de mon mariage avec cet homme, de ce mariage brisé, de mes autres aventures avortées, et qui peu à peu se sont évaporées, et dont les traces parfois reviennent me hanter. Pas de manière harcelante, mais plutôt comme des ombres légères et persistantes, des ombres chinoises, éphémères et artificielles, qui obscurcissent le paysage, mais l'embellissent aussi. Je les aurais volontiers évoquées pour elle, ces silhouettes perdues de mon passé. Mais elle n'est pas là, elle n'est pas venue. Il est maintenant trop tard pour espérer un simple retard. Maryse ne viendra pas. Et une fois de plus, je me retrouve face au vide. Pourtant, je ne suis pas seule. Les cris de la voisine continuent à retentir dans le silence. Ils sont là comme une présence. Mais cette présence-là, je m'en passerai volontiers. J'ai souvent essayé de ne plus les entendre, de les ignorer. Ça me semblait une solution efficace et raisonnable. Mais au bout d'un moment, de distraction totale, où je parvenais à ne plus les percevoir, la réalité me rattrapait. Et ce que j'entendais alors était encore plus fort, plus strident, plus insupportable. Je me replonge dans cette histoire de fille sauvage qui court avec les loups, mais mon esprit vagabonde ailleurs. Je pense à cette femme et je me demande tout à coup si je ne lui ai pas demandé son nom de famille. Je me lève, fouille fébrilement mon sac, en sort un petit carnet rouge rempli de notes. Trop de papier s'accumule là-dedans, il y en a un qui retient mon attention. J'ai seulement noté un prénom, Maryse. Simplement Maryse. Mais à quoi me sert ce papier? J'aurais pu tout au moins noter son adresse. Comment la retrouver sur ce seul indice, Maryse? Au moins, j'aurais retenu ça. Mais ça n'est pas assez pour la retrouver. M'a-t-elle seulement donné son nom entier? Et moi, lui ai-je révélé mon identité? Je m'en souviens plus. Nous étions trop occupés à parler de nous, de nos goûts, de livres, de peinture et de musique, et nous avons oublié l'essentiel, nous présenter. Ce ne sera pas facile maintenant de la retrouver. Si jamais elle ne me fait pas signe, je ne sais pas si je la verrai un jour. Demain, je pourrai toujours retourner prendre le thé à cette terrasse. Peut-être la reverrai-je ainsi. Elle aura perdu mon adresse ou un accident l'aura empêché de me rejoindre. Et son adresse et son nom
La terrasse de notre rencontre sera le seul moyen de la retrouver. J'irai donc demain m'installer au même endroit. Je suis presque certaine qu'elle aura la même idée et nous pourrons reprendre notre conversation interrompue. En attendant, les cris de la voisine, un instant moins stridents, ont repris de plus belle. Énervé, je frappe contre le mur et ne parviens qu'à me casser un ongle. Dépité, je me saisis d'une chaussure et je commence à taper avec le plat de la semelle sur le mur blanc qui commence à noircir aux endroits où je frappe, c'est laid. Je repose la chaussure au bord des larmes. Je ne sais vraiment pas comment la faire taire. J'allume la radio, il y a du bel canto. Je pousse le son au maximum, mais les cris restent perceptibles. La voix du ténor s'en mêle au hurlement, d'à côté. Je me bouche les oreilles, puis excédé, j'éteins la radio. Il y aura tout de même un bruit en moins. Un autre bruit survient, une sorte de cliquetis, de grattement. Il y a les hurlements, ceux-là ne cessent presque jamais. Mais en même temps, j'entends un autre bruit, plus furtif, moins fort, une sorte de griffure. Je sais ce que c'est. Le bruit provient de la façade, c'est l'autre. Celui qui défigure la maison en écrivant des tacs sur le mur. L'autre matin, j'ai découvert ce qu'il avait sans doute inscrit la nuit. L'obscurité, le dissimulant regard, il y avait un dessin obscène qui salissait le mur. Le dessin montrait une sorte d'accouplement monstrueux, un animal à deux têtes qui enjambait un autre animal, une scène de luxure, une scène abominable, choquante. Et voilà que ça recommence. Il doit être à l'œuvre, et moi je n'ose aller l'affronter. Je reste figée dans la maison, terrorisée, tandis que ma voisine continue de crier. Que puis-je faire d'autre que me terrer, entourée de tant et tant de périls? Je songe à téléphoner, appeler quelqu'un à l'aide, un ami, mais j'ai plus d'amis. De ceux qui me restaient, beaucoup sont morts, surtout des hommes. Les hommes meurent plus tôt que les femmes. Et comme je n'ai plus d'amis hommes, je me sens bien seule. Je garde contre moi le livre entamé, je le serre contre moi, ce bouclier me rassure. Il me protège et me tient chaud. Et l'autre qui n'arrive pas. Cette Maryse ne sait donc pas à quel point je l'attendais, à quel point j'avais besoin d'elle. Les autres ne soupçonnent pas à quel point parfois on les attend, à quel point on les espère. Cette Maryse, je crois bien qu'elle aurait pu me sauver. Car disons-le, je crois que je ne vais pas bien. Cela fait pas mal de temps que je ne vais pas bien du tout, et que je ne me l'avoue pas, et que je me sens tellement seule que je me désespère. Et Maryse, elle aussi semblait si seule, et pourtant, elle n'est pas venue. On sonne. Maryse. Elle a sonné, elle est venue. Elle ne pouvait pas ne pas venir. Quelqu'un a sonné à la porte. Je n'ai même plus la force de bondir pour aller ouvrir la porte. Je reste là, affalée dans le fauteuil, et la sonnette continue à retentir. À la fin, ils ont enfoncé la porte. Je ne sais pas. Ou alors quelqu'un va à passe-partout, peut-être quelqu'un, la police. Ils sont entrés chez moi. Et je ne bougeais pas, j'étais incapable du moindre geste. C'était une véritable invasion. Ils sont nombreux. Il y a même ma voisine. Elle semble intarissable, les hurlements ont cessé, et maintenant elle parle à toute vitesse, comme une accusatrice. Elle prend les policiers à témoin, m'accuse de crier nuit et jour, elle n'arrive plus à dormir. Il paraît que je hurle, et que je l'empêche de vivre. Les murs sont trop peu épais, dit-elle. Elle laisse passer le bruit. Elle prétend aussi que j'ai peint des graffitis immondes sur la façade. Elle leur dit qu'elle m'a vu l'autre nuit. Elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. Les autres semblent la croire. On m'ignore. Il y a des policiers puis des hommes en blanc. Ils veulent m'emmener, je crie et me débat, je hurle à mon tour, comme ma voisine, comme la folle. Tu as un éditeur qui reste inébranlable et il s'appelle Le Cactus Inébranlable. Le Cactus Inébranlable, je l'ai choisi, voilà. Et c'est un type très sympa, rebelle, qui m'a tout de suite édité. Et après, j'ai encore écrit Le 9e orgasme de Jean Meyer, qui n'est pas du tout un truc pornographique, ça vous serez déçus parce que c'est pas du tout ça, c'est très bien fait. Voilà, c'est des nouvelles, j'aime bien écrire des nouvelles. Et le Cactus aime bien méditer, donc c'est bien. Voilà. Tu as quelque chose sur l'écritoire pour le moment? Alors, j'ai un truc qui va être édité par le Coudrier. Ça s'appelle Le Lac du Beau-Lacan. C'est pas du tout ce genre-là. Il n'y a pas d'érotisme, il n'y a pas d'idée de mort, c'est plutôt un conte, je ne sais pas comment exprimer, c'est l'histoire d'une quête, d'un voyage, d'une femme qui a vécu plusieurs vies et qui... Enfin, c'est très compliqué. C'est un peu toi, quoi. Ouais, c'est très poétique. Voilà, et ça sera édité au Coudrier. Et puis après, je vais reprendre des nouvelles pour le Cactus, voilà.
Et ton amoureux ne te distrait pas trop dans l'écriture? Maintenant, c'est mon mari, ce qui ne veut pas dire que c'est pas mon amoureux. Ah oui, non, mais c'est ton amoureux. Parce qu'il est en train d'écrire lui aussi, de terminer un livre Voilà. qui s'appelle Où va la lumière morte. Et on cherche un éditeur actuellement pour son livre qui se passe. Et vous vous pendant organisez comment l'Antiquité pour tardive. l'écriture? Comment? Vous vous organisez comment pour l'écriture? Il y a le matin ou le soir? On n'a pas d'heure. Pas d'heure, donc voilà. C'est un instant. Au moment où tu vas aller faire les courses, il est occupé, donc il écrit quoi. Donc, tu vas- Non, on se dit à un moment donné, bon, j'ai envie d'écrire, et tout ça, D'accord. ben, moi aussi, voilà, on se donne un temps d'écriture. Une douce indiscipline. Une Voilà, douce une douce indiscipline. indiscipline, c'est bien, c'est beau. Bravo, merci beaucoup. Voilà, merci. Eu sei que o sol nunca vai